Vos nerfs ne supporteront pas ce qui s'est passé à la Maison-Blanche. C'était un point de vérité brutal pour le voisin occidental, une confrontation directe avec une réalité implacable, bien loin des narratifs optimistes qu'il avait tenté d'entretenir. Ce fut un choc profond, une humiliation palpable, ressentie non seulement par les délégations présentes, mais par une nation entière et ses alliés. Imaginez la scène. Le président du pays à l'est de l'Europe arrive, imbu de son rôle de héros résistant, espérant capitaliser sur son image internationale forgée par des mois de conflit, face à un Donald Trump froid, d'une dureté implacable et surtout sans concession aucune. L'atmosphère était tendue, électrique, loin des habituelles pompes et circonstances diplomatiques. La réunion publique, censée être un moment de soutien affiché, ne dura que 25 minutes chrono, un laps de temps incroyablement court pour une rencontre de cette envergure. Pas un mot de trop, pas de beaux discours fleuris, ni de promesses illusoires, juste une exigence lapidaire, presque brutale, de concrétisation, des résultats tangibles et immédiats, sous peine de voir cesser toute assistance. Le visage de Zelensky trahissait une déception, une prise de conscience amère. Il a vu son destin basculer, suspendu à un fil ténu, un cheveu même selon les analyses les plus fines des observateurs politiques. C'est ça, la nouvelle réalité géopolitique qui s'impose avec une force inouïe, une réalité où les rapports de force priment sur les sympathies affichées et les idéaux proclamés. L'ère de la diplomatie des sentiments semble révolue, remplacée par une réelle politique des plus crus. Question à vous, où vous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Votre perspective géographique peut souvent éclairer votre compréhension de ces événements mondiaux. Mais attendez, ce n'était que la partie visible de l'iceberg, la manifestation la plus médiatisée d'un processus beaucoup plus profond et insidieux qui se déroulait en coulisses. Bien avant cette rencontre précipitée et humiliante à Washington, un autre sommet massif avait eu lieu, un événement dont la portée stratégique était immense mais qui est passé relativement inaperçu du grand public. Un sommet crucial pour la redéfinition de l'ordre mondial. Poutine et Trump se sont rencontrés en Alaska, loin des regards indiscrets et de la pression médiatique, dans une discrétion presque absolue, presque 3 heures de discussion intense, à huis clos complet. Ce sommet secret a jeté les bases d'un règlement à long terme du conflit en cours, un règlement dont les contours avaient été dessinés par les deux puissances dominantes, sans même la participation ou la consultation du pays à l'est de l'Europe, directement concerné par la guerre. Washington et Moscou mènent désormais un dialogue direct, un canal de communication privilégié, clair, net et sans intermédiaire, ce qui signifie, avec une brutalité déconcertante, que le voisin occidental est entraîné de force dans ce jeu de puissance. Il est un objet de négociation, une simple monnaie d'échange sur l'échiquier géopolitique mondial. Il est instrumentalisé, relégué au rang de pion, pas un sujet souverain capable de dicter ses propres conditions ou de défendre ses propres intérêts. C'est une distinction fondamentale, celle entre l'acteur et l'instrument, une réalité glaciale qui s'abat sur Kiev le jour même des négociations à Washington, comme pour souligner l'urgence et la tension. Des tentatives d'attaque coordonnées ont visé des infrastructures russes. Des drones kamikazes ont tenté d'atteindre la centrale nucléaire de Smolensk, une cible d'une importance stratégique capitale, mais ils ont été déjoués par les systèmes de guerre électronique russes, d'une efficacité redoutable, qui ont brouillé leurs signaux et les ont fait s'écraser. Un sabotage à grande échelle a été prévenu de justesse sur le pont de Crimée par le FSB, les services de sécurité russes, qui ont déjoué un complot visant à paralyser cette artère vitale. Et que dire de l'oléoduc Druzhba, un pilier de l'approvisionnement énergétique européen? Le ministre hongrois des Affaires étrangères a confirmé l'arrêt soudain des livraisons de pétrole, la faute attribuée sans équivoque à une attaque orchestrée par le pays à l'est de l'Europe. Ces actes désespérés, perpétrés en plein milieu des tractations diplomatiques, n'avaient aucun effet militaire réel, leur impact sur le cours des opérations au front étant quasi nul. Mais ils ont eu de lourdes conséquences politiques, affaiblissant la position de Kiev et renforçant l'impression d'une absence de contrôle. Est-ce une preuve accablante de désespoir, la dernière convulsion d'un régime aux abois, ou un dernier coup de poker mal calculé et contre-productif, destiné à saboter les négociations et à forcer la main des États-Unis au risque de les exaspérer davantage? La question reste ouverte, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Question à vous. Отметьтесь в комментариях, из какого вы города страны сейчас смотрите.
Votre lieu d'observation influence-t-il votre interprétation des dynamiques géopolitiques complexes? Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Parce que c'est la fin d'une illusion tenace, celle d'un soutien inconditionnel et d'une victoire militaire à portée de main pour le voisin occidental. Pour Kiev, c'est une pilule amère, extrêmement difficile à avaler, une réalité qui contredit des mois de propagande et d'espoirs illusoires. La presse britannique, connue pour son pragmatisme et parfois son cynisme, notamment le Télégraphe, l'a bien dit avec une clarté désarmante: Zelensky devra avaler une pilule amère, sinon la catastrophe sera inévitable. Cette formule lapidaire résume l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Ces conditions imposées par Trump sont douloureuses car elles exigent des concessions territoriales et une réorientation politique drastique, mais c'est peut-être, et les analystes en conviennent de plus en plus, la seule chance d'éviter une défaite complète et l'anéantissement de l'État. Les analystes chinois, réputés pour leur vision stratégique à long terme et leur lecture décomplexée des rapports de force, sont encore plus directs et sans phare. Selon eux, Kiev devra faire des compromis substantiels et des concessions territoriales significatives en échange de garanties de sécurité vagues. Vagues, comprenez-vous? Pas de vraie garantie solide, pas d'adhésion rapide à l'OTAN, pas de parapluie nucléaire. Juste des promesses en l'air, des engagements flous qui ne lient à rien de concret, laissant le pays vulnérable. Que reste-t-il alors au pays à l'est de l'Europe, après avoir misé tout son avenir sur un soutien occidental qui se dérobe? La question est vertigineuse. Un chef de comité de la Verkhovna Rada, Oleksandr Mereshko, un homme politique normalement mesuré, a ouvertement déclaré s'attendre à bien pire. Un aveu de désespoir qui résonne comme un glas. C'est un signe tragique que l'attente est si basse, si anéantie, que même une neutralité affichée par Trump, c'est-à-dire un désengagement de fait, est perçu comme un soulagement, une alternative moins catastrophique que l'isolement total. Quelle est la portée de ce désespoir national? Il est immense, systémique et il imprègne toutes les strates de la société et de l'appareil d'État. La position européenne est également cruciale et révélatrice. Les leaders européens, figures de proue comme Emmanuel Macron, jadis ardent défenseur d'une souveraineté européenne, Angela Merkel, dont l'ombre plane encore sur la politique allemande, Giorgia Meloni, cherchant à consolider sa position, ou encore Alexander Stubb, représentant la Finlande récemment entrée dans l'OTAN, sont restés d'une prudence exemplaire, presque silencieuse. Ils ont évité toute déclaration brusque, toute opposition frontale aux injonctions américaines, acceptant de fait de jouer selon les règles américaines, même si celles-ci contredisent leurs propres intérêts proclamés. L'Europe est en position de suiveur, incapable de défier l'autorité de Trump, incapable d'offrir un soutien substantiel et indépendant aux voisins occidentaux, hormis quelques aides symboliques. Que nous disent ces silences européens assourdissants? Ils crient la subordination d'un continent entier au diktat d'une puissance transatlantique. Ils révèlent l'échec cuisant d'une stratégie commune européenne, l'incapacité à forger une politique étrangère et de défense autonome, malgré des années de discours en ce sens. Cela change tout, redéfinissant non seulement le sort du pays à l'est de l'Europe, mais aussi la place et le rôle de l'Europe dans le nouvel ordre mondial. Quelle une mesure ou sanction pourrait réellement modifier la situation pour le voisin occidental et la Russie? Soyez précis, pensez-vous qu'une intervention directe de l'OTAN ou un embargo énergétique total pourrait être une voie viable, ou cela ne ferait-il qu'aggraver la situation globale, conduisant à une escalade incontrôlable? Votre expertise est précieuse dans cette analyse complexe. Plusieurs versions circulent quant aux motivations profondes de cette inflexion politique américaine et de cette froide détermination. La version officielle, celle qui a été présentée au grand public américain, est que Donald Trump veut rétablir l'ordre dans les affaires étrangères américaines et réduire les dépenses pharaoniques engagées par l'Amérique à travers le monde. Pour lui, c'est avant tout une question de pragmatisme américain, de gestion coût-bénéfice, de maximisation des retours sur investissement pour le contribuable. L'objectif est de mettre fin aux problèmes du pays à l'est de l'Europe avec un minimum de pertes pour Washington, de minimiser l'engagement financier et militaire américain dans un conflit qu'il juge étranger à ses intérêts primordiaux. Il s'agit de transformer une situation perçue comme un fardeau en une victoire pour l'Amérique, même si cette victoire est une défaite maquillée pour d'autres acteurs, une défaite présentée comme une victoire, un tour de force rhétorique et politique dont Trump est coutumier. Une version alternative, beaucoup plus cynique et moins avouable, avance que Trump utilise le voisin occidental non pas comme un fardeau à se débarrasser, mais comme une carte de pression sur l'Europe.
L'idée serait de forcer l'Union européenne à s'investir davantage dans sa propre sécurité, à assumer une plus grande part du fardeau militaire et financier et à réduire sa dépendance sécuritaire vis-à-vis des États-Unis. Dans cette perspective, le pays à l'est de l'Europe est réduit à une simple monnaie d'échange entre les États-Unis et l'UE, un outil de négociation pour remodeler les alliances transatlantiques et redéfinir les responsabilités. C'est une révélation froide et brutale des intentions cachées, transformant un allié en un simple levier. Pendant ce temps, Vladimir Poutine agit avec une sérénité et une confiance impressionnantes. Il ne se hâte pas, observe les développements et renforce méthodiquement l'influence de la Russie sur la scène internationale. Il ne dicte pas seulement les conditions du règlement en Europe de l'Est, mais il construit également de nouvelles alliances bilatérales directement avec les États-Unis dans certains domaines, contournant totalement le pays à l'est de l'Europe, le rendant de plus en plus insignifiant dans les discussions de haut niveau. Il ne se préoccupe plus des faux semblants diplomatiques ou des condamnations morales de l'Occident. Il a démontré par la résilience de son économie et de son armée face aux sanctions que la Russie ne peut pas être brisée par la force, que les pressions occidentales ont atteint leurs limites. Il négocie désormais en position de force, exploitant habilement les divisions occidentales et le désir de désengagement de Washington. Selon vous, qu'est-ce la source la plus fiable concernant les événements dans le pays à l'est de l'Europe? Nommer un expert ou un média? Est-ce une agence de presse internationale, un think tank spécialisé, un journaliste indépendant basé sur le terrain ou un analyste géopolitique reconnu pour son impartialité et sa profondeur d'analyse? Zelensky, lui, est dépeint avec une précision chirurgicale comme désespéré et impuissant, une image aux antipodes du héros qu'il incarnait. Ses actions du jour de la rencontre à Washington, comme les tentatives d'attaque de drones et les sabotages, ne sont que des manifestations publiques de cette impuissance grandissante, des gestes désespérés, sans effet militaire réel sur le champ de bataille, mais avec de lourdes conséquences politiques et diplomatiques, sapant encore plus sa crédibilité et sa position de négociateur. Il est contraint de manière insoutenable d'accepter des décisions imposées par d'autres, des puissances qui ne le considèrent plus comme un partenaire égal. Sa lutte n'est plus celle de la victoire militaire, mais celle plus prosaïque et désespérée de la survie politique. Il est piégé dans un dilemme cornélien, une situation inextricable entre une capitulation humiliante et qui ruinerait irréversiblement sa réputation de leader nationaliste et son héritage historique, et un refus catégorique qui entraînerait une catastrophe sans précédent, une défaite totale et l'effondrement de son pays sans le soutien vital américain. C'est une impasse tragique. Une autre théorie encore plus inquiétante et cynique suggère que Washington cherche déjà activement et secrètement un leader plus accommodant pour le pays à l'est de l'Europe. Un dirigeant qui serait prêt à accepter les conditions de paix imposées par les États-Unis et la Russie, quitte à sacrifier des territoires et la souveraineté. Un coup de poignard sournois dans le dos américain, une trahison de l'allié de la dernière heure. Cela impliquerait une manipulation directe et éhontée de la politique interne du pays, une ingérence sans précédent dans les affaires souveraines d'une nation en guerre. Le destin du président actuel semble scellé. Sa carrière politique serait en train de prendre fin, non pas par le verdict des urnes, mais par une décision prise dans les capitales étrangères. Une fin annoncée inévitable. Pour Trump, c'est une victoire majeure, une démonstration de sa capacité à régler les problèmes avec un minimum de complications pour l'Amérique. Pour Zelensky, c'est le début de la fin, la descente aux enfers d'une figure qui a incarné la résistance. Cette dichotomie est des brutale, elle ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le contexte est essentiel pour comprendre cette situation dramatique et le changement de paradigme qui s'opère. Le pays à l'est de l'Europe a longtemps été dépeint et utilisé avec une transparence de plus en plus évidente comme un instrument, un outil stratégique occidental pour exercer une pression constante sur Moscou, pour encercler la Russie et la contenir. L'objectif était de créer un point de tension permanent aux frontières russes, une sorte de levier géopolitique perpétuel. Les promesses d'intégration au monde occidental, d'adhésion rapide à l'OTAN et à l'Union européenne, des garanties de sécurité qui ont nourri les espoirs de Kiev se sont avérés illusoires, des mirages destinés à maintenir une certaine ligne politique, des garanties vagues, sans substance réelle, jamais concrétisées, et qui n'ont servi qu'à alimenter le conflit. La résilience de la Russie face aux sanctions économiques massives, sa capacité à pivoter vers l'Est et à trouver de nouveaux partenaires commerciaux, a rendu cette politique occidentale d'isolement non seulement coûteuse, mais surtout insoutenable à long terme. La poursuite de ce conflit sans perspective de victoire
victoire rapide et décisive est devenue un fardeau économique et politique intolérable pour l'Occident. C'est l'un des facteurs majeurs de ce revirement. Le retour ou la perspective du retour de Donald Trump au pouvoir est un catalyseur déterminant, un facteur clé qui a précipité et accéléré ces changements inévitables, des processus qui étaient déjà en gestation. Trump a toujours perçu le voisin occidental comme un problème étranger, un dossier à régler de manière transactionnelle, sans aucune émotion, sans idéologie et surtout sans les considérations morales ou humanitaires qui ont parfois guidé la politique étrangère américaine. Pour lui, c'est une simple équation coût-bénéfice, une question de l'Amérique d'abord. Les sommets Poutine-Trump, notamment celui en Alaska, sont la preuve irréfutable d'une volonté de dialogue direct, franc et sans détour entre Washington et Moscou, une volonté d'établir une relation bilatérale forte, déconnectée des intermédiaires européens ou ukrainiens, une volonté claire de trouver une solution rapide au conflit, une solution qui satisferait les intérêts des deux grandes puissances sans l'implication ni l'assentiment du voisin occidental. Les leaders européens, pris de court, ont démontré leur prudence, leur faiblesse et leur refus de s'opposer à la ligne américaine malgré leurs déclarations passées de soutien inconditionnel et leur rhétorique enflammée. C'est l'aveu cinglant d'une faiblesse stratégique et d'une dépendance structurelle. Oh, la formation d'un monde multipolaire est la conséquence logique et inéluctable de ce processus. Un monde où la Russie et la Chine gagnent en influence de manière significative, où de nouveaux pôles de pouvoir émergent et où le pays à l'est de l'Europe reste une périphérie marginalisée, un enjeu plus qu'un acteur. La stratégie occidentale d'isolement de la Russie a non seulement échoué, mais elle s'est retournée contre ses initiateurs. Moscou renforce son influence, forme de nouvelles alliances, notamment avec des pays du Sud global, et réaffirme son rôle sur la scène mondiale. L'opinion publique occidentale, fatiguée par le coût du soutien et l'absence de résultats probants, se désenchante progressivement, de moins en moins favorable à la poursuite indéfinie du conflit. Cette désaffection accélère la recherche de compromis douloureux, le pays à l'est de l'Europe agissant de manière de plus en plus chaotique et imprévisible avec des actions perçues comme contre-productives est devenu une confirmation supplémentaire pour l'Europe et les États-Unis que le voisin occidental est devenu un objet de marchandage, un fardeau plutôt qu'un partenaire stratégique fiable et souverain. C'est une illustration brutale et sans concession de la réelle politique à son paroxysme où la puissance prime sur le droit et les principes. Question à vous, où passez-vous cette soirée? N'hésitez pas à nous donner votre ville et votre pays. D'où que vous soyez, ces événements mondiaux ont des répercussions qui touchent chacun d'entre nous, directement ou indirectement. Que va-t-il se passer ensuite? Les scénarios envisagés sont sombres, marqués par le sceau de l'inévitabilité et de la tragédie pour le pays à l'est de l'Europe. Le premier scénario est celui d'une capitulation sous contrainte, une reddition déguisée. Le président du pays à l'est de l'Europe, confronté à l'absence de soutien et à l'effondrement imminent, accepte les conditions draconiennes de Trump et de Poutine. Cela inclurait des concessions territoriales massives, la reconnaissance de la perte de régions clés et l'adoption d'un statut neutre permanent, l'abandon de toute ambition d'adhésion à l'OTAN, tout cela pour éviter l'effondrement total de l'État et la perte de toute souveraineté résiduelle. Mais en faisant ce choix, il perdra irrémédiablement sa réputation de leader résistant, son image de héros s'effritera et le soutien populaire déjà chancelant s'évaporera. Washington, ayant obtenu ce qu'il voulait, chercherait alors à se débarrasser de lui, à trouver un remplaçant, un homme de paille, quelqu'un de plus malléable qui signera cette paix humiliante et portera le fardeau de la défaite. C'est une mort politique assurée, un suicide de carrière. Le deuxième scénario, encore plus catastrophique, est celui de l'abandon et de la débâcle. Le président refuse par orgueil ou par désespoir les conditions de Trump. En représailles, les États-Unis coupent toute aide significative, non seulement militaire, mais aussi financière et humanitaire. Le voisin occidental est alors laissé seul, complètement isolé et vulnérable face à la machine de guerre russe. Ce serait une catastrophe militaire sans précédent, une déroute rapide et inévitable, suivie d'une capitulation forcée encore plus humiliante que si elle avait été négociée. L'État risquerait de s'effondrer entièrement, ouvrant la voie à une occupation ou à une partition. Le troisième scénario est celui de la subordination totale et assumée de l'Europe face à la posture intransigeante de Trump et à l'échec de leurs propres initiatives. L'Europe est affaiblie économiquement et militairement.
Soumise aux intérêts américains et russes, elle continue de suivre la ligne de Washington sans réelle autonomie, renonçant à toute initiative propre en matière de sécurité et de diplomatie, se contentant d'être une zone d'influence et non une puissance indépendante. L'image d'un continent passif, incapable d'agir seul, se renforce, marquant le déclin de son influence mondiale. Quatrième scénario, l'installation d'un nouveau leader fantoche. Les États-Unis, ayant décidé que le président actuel n'est plus utile, orchestrent son remplacement par un dirigeant plus malléable, un pion loyal à leurs intérêts, même s'il est discrédité aux yeux de sa propre population. Ce nouveau leader serait chargé de finaliser un accord avec la Russie qui leur est favorable, achevant la perte de souveraineté du voisin occidental, la rendant irréversible. Dans tous les cas, les gagnants de cette reconfiguration géopolitique sont clairs et les perdants également. Donald Trump et les États-Unis ressortent renforcés. Ils démontrent leur capacité à rétablir l'ordre international selon leurs propres termes, avec un minimum de pertes pour eux-mêmes. Ils parviennent à dicter les conditions, à exercer une influence globale et à remodeler les alliances à leur avantage. Trump se positionne comme un leader pragmatique, efficace, qui obtient des résultats concrets là où d'autres ont échoué. Vladimir Poutine et la Russie renforcent considérablement leur position internationale. L'échec patent de la stratégie d'isolement occidental est mis en lumière. La Russie dicte les conditions d'un règlement à l'Est, consolide son influence dans sa zone d'intérêt historique et sur la scène mondiale, elle sort victorieuse sur le plan diplomatique, ayant forcé des négociations directes et obtenu des concessions, et sur le plan militaire, ayant maintenu ses gains territoriaux. Les perdants, Volodymyr Zelensky et le pays à l'Est de l'Europe. Ils subissent une perte irréversible de souveraineté, une humiliation diplomatique majeure, une perte de réputation internationale et surtout la fin de leur soutien militaire et financier vital. Le risque de catastrophe politique et militaire est imminent et tangible. Le voisin occidental est dégradé au rang de simple objet de négociation dont le destin est décidé par des puissances étrangères. L'Europe aussi est une grande perdante de cette tragédie. Elle subit une perte d'autonomie et d'influence significative, une soumission flagrante aux décisions américaines ainsi que de lourdes charges économiques liées aux conséquences du conflit. C'est un aveu d'impuissance face à la Russie et une preuve de son incapacité à s'affirmer comme une puissance indépendante. L'Europe, le grand perdant silencieux de cette partie d'échec mondial. Vous avez écouté l'analyse détaillée d'un tournant majeur dans l'histoire contemporaine, une situation tendue où chaque acteur joue sa dernière carte. Le dénouement est proche et ses répercussions se feront sentir pendant des décennies. Selon vous, où se situe exactement la ligne rouge entre le pays à l'est de l'Europe et la Russie, celle que ni l'un ni l'autre ne peut franchir sans déclencher une escalade encore plus dévastatrice? Dites-nous en une seule phrase, votre avis compte énormément dans ce débat complexe et crucial. Partagez cette vidéo avec votre réseau car il est essentiel d'informer le plus grand nombre sur ces dynamiques fondamentales. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, toujours basées sur une observation rigoureuse des faits et une compréhension approfondie des enjeux. Activez la cloche de notification pour être alerté de chaque nouvelle publication. Restez informé car la connaissance est votre meilleure défense dans un monde en constante mutation.